m'en fiche du Web3, de l'IA, de l'IoT. On peut utiliser plein de grands mots, la blockchain, les NFT, le métaverse. Pour le buzz, ça marche bien. Mais nous, on ne cherche pas le buzz, on cherche le biz. Et en cela, notre objectif, c'est réellement de structurer l'innovation autour des problèmes qu'on rencontre, des difficultés, des enjeux, des expériences, des envies. On s'en fiche de vendre de la blockchain, on s'en fiche de vendre de l'IA. Ce qu'on veut, c'est résoudre des problèmes, qu'il s'agisse d'utiliser l'IA, le Web3 ou autre chose. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabien Aufrechter, vice-président web 3.0 chez Vivendi Group depuis 2020. Fabien, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation derrière le micro de Mediarama pour parler d'innovation chez Vivendi. Alors je le précise, tu es en parallèle maire de Verneuil-sur-Seine dans le 78 depuis pareil, à peu près, je veux pas dire de bêtises, pardon, sur la date. Depuis 2020. Depuis 2020 aussi. Donc c'était grand changement dans ta vie, nouveau poste et mandat de maire. Absolument, fonction et job. Ouais, voilà, exactement. Alors on va pas parler de politique locale à ce micro, c'est pas trop la ligne éditoriale de Mediarama, mais juste quand même par curiosité, c'est quand même deux mandats importants. Comment tu scindes ton temps, comment tu t'organises, parce que c'est quand même une mairie de 16 000 habitants. J'ai vu sur ton TikTok en l'occurrence où tu fais une vidéo qui a bien marché, où t'expliques un peu le métier de maire. Comment tu t'organises? Je m'organise pas et je suis à 100% Vivendi et 100% maire. Ouais. C'est juste quand on a appris à jongler à plusieurs balles, une de plus. Non, je plaisante. C'est évidemment, ça demande de l'organisation, mais la réalité, c'est surtout que de part et d'autre, il faut être avec de bonnes équipes, simplement. C'est ça, c'est vraiment de savoir se déléguer, bien s'entourer, etc. Mais tu es maire en permanence, on peut t'appeler n'importe quand dans la journée, alors sauf si c'est dans une grosse réunion, un comex. Oui, non, ça, ce sont des choses qui arrivent. Après, la réalité, c'est qu'on a des systèmes d'astreinte avec les élus, les astreintes techniques, les astreintes de sécurité, donc on est quand même pas tout seul. Moi, sur une mairie aujourd'hui quasi 17 000 habitants, on a évidemment 450 agents, donc on n'est pas tout seul, heureusement. C'est plus difficile sur les petites communes finalement qui ont moins de services. Oui, voilà, t'es moins nous, on a une ville qui est particulière, qui est une ville qui est structurée avec des services qui sont très présents et puis franchement une attractivité particulière puisqu'on a le RER Éole qui va arriver à Verneuil-sur-Seine dans 2 ans, en décembre 2026, donc beaucoup d'opportunités d'attractivité économique, des projets de campus, des projets de rénovation de quartier, des projets pour repenser et redessiner la ville, que ce soit sur des sujets très très écolo, très dynamique, mais d'une certaine manière, c'est pas complètement décorrélé de ce que je peux faire chez Vivendi, puisque après tout, l'innovation, c'est dessiner demain. Exactement, c'est joliment dit, belle formule. Concrètement, qu'est-ce que tu fais chez Vivendi? Alors j'ai dit ce titre, vice-président web 3.0, bon ça veut dire plein de choses, pas forcément grand chose, on s'imagine quand même que tu penses le futur, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Rien, tu l'as dit. Non, je plaisante. Vivendi, c'est un groupe qui a été créé il y a quelques années. Je sais pas si tu sais qui a créé Vivendi d'ailleurs. Je vais pas dire de bêtises, c'est pas Jean-Marie Messier. Il y a beaucoup de personnes qui le pensent, mais en fait, j'aime bien commencer par là, puisque ça permet forcément de se poser beaucoup de questions. Ça a été créé par Napoléon III. Ah oui? Ok, bon, vas-y, je suis par curiosité, tu peux prendre... Et je pense que ça pose tout de suite le sujet de l'innovation dans le groupe, puisque c'était fondé par Napoléon III, et à l'époque, c'était une compagnie des eaux, c'était la compagnie des eaux des frères Perrier. D'accord. Et puis, le groupe s'est transformé pour devenir plus tard une holding plutôt financière, puis ensuite spécialisé dans le real estate, et puis ensuite revenir ces dernières années pour devenir le leader européen à la fois de l'entertainment, des médias, et à travers ces grands thèmes du gaming, de la publicité, etc. Donc on est sur
un groupe qui a été transformé, qui n'a pas peur de se transformer et qui sait que pour exister, il faut d'ailleurs se transformer. Donc moi, au quotidien, je fais partie de la direction stratégie innovation. Ben oui, je vais essayer non pas de vendre une technologie, mais d'appliquer les technologies d'aujourd'hui, les technologies qui émergent et qui feront demain pour essayer de structurer des nouveaux produits, des nouvelles expériences et puis protéger les différentes créations, puisqu'on est d'abord un groupe de création, que ce soit de la publicité, que ce soit un événement, que ce soit du média, on est d'une certaine manière un groupe de créateurs. Ouais. C'est ça la manière de le définir. Effectivement, tu parlais de gaming, il y a aussi Gameloft dedans, un énorme studio, Prisma, Canal, Dailymotion, j'en oublie probablement. Plein, Canal+. Ouais, Canal+. Bien entendu. On a Lagardère, etc. Mais on a une diversité qui fait une richesse, mais le point commun, c'est qu'on est vraiment des créateurs de contenu, on est des créatifs. Comment sont ton rôle, donc très transverse entre ces groupes qui n'ont pas forcément... Alors, il y a quand même ce point commun que tu viens de dire, ce dénominateur commun de créateurs de contenu, mais c'est pas forcément les mêmes équipes, les mêmes histoires, etc. Comment ce rôle se déploie, toi, dans ton quotidien, et comment tu arrives à servir à la fois un Havas, qu'on n'avait pas cité, un Gameloft, un Prisma? La réalité, c'est que les enjeux, quand même, sont communs. Sur la technologie, le premier enjeu qui est commun, c'est la formation. Ouais. Ça commence par là, et là pour le coup c'est commun à toutes ces BU, et j'ai envie de dire c'est commun à la fois à toute notre industrie, pour ne pas dire à notre société. Ouais. Ensuite il y a d'autres points communs, notamment on parle beaucoup en ce moment d'IA générative. À partir du moment où on parle d'IA générative, on parle d'une technologie qui pour la première fois de l'histoire de notre groupe va vraiment toucher le core business. L'IA générative, c'est génératif de contenu. Oui. Et nous, on a dit qu'on était des créatifs. Oui, c'est pas que de la distribution, comme pouvait l'être par exemple le métaverse, on pourra revenir dessus, qui était une manière d'aller diffuser, distribuer notre contenu. Là, ça touche le cœur de ce que... On est sur des technologies qui touchent le cœur, et par conséquent, un besoin de pas seulement se réinventer, mais de penser la technologie au-delà de la tech. Il ne faut pas laisser la tech aux ingénieurs. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'ingénieurs, on a plus d'1 millier d'ingénieurs, on a Equino qui est une super agence digitale, on a MFG Lab qui a fait de l'IA bien avant qu'on parle de l'IA dans les médias, on a nos cousins dans le groupe Bolloré avec Polyconseil qui est une des agences les plus expertes sur la tech également. On a des ingénieurs, je travaille avec des ingénieurs, mais à un moment, il faut que la tech, d'une certaine manière, ait un sens. Je suis pas un vendeur de tech, je m'en fiche du Web3, de l'IA, de l'IoT, on peut utiliser plein de grands mots, la blockchain, les NFT, le métaverse. Pour le buzz, ça marche bien, mais nous, on cherche pas le buzz, on cherche le biz. Et en cela, notre objectif, c'est réellement de structurer l'innovation autour des problèmes qu'on rencontre, des difficultés, des enjeux, des expériences, des envies. On s'en fiche de vendre de la blockchain, on s'en fiche de vendre de l'IA. Ce qu'on veut, c'est résoudre des problèmes, qu'il s'agisse d'utiliser l'IA, le Web3 ou autre chose. Ouais, et saisir les opportunités, pas laisser passer un train qui passe, etc. Résoudre vos problèmes, vous améliorer et saisir les opportunités. Tout à fait. Et puis nous, on ne fait pas la pub de la technologie qu'on utilise, on fait la pub des applications, des produits, des expériences. Des usages. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez comme projet, justement, un peu en cours? Tu peux me donner des exemples des projets que toi, tu pilotes ou que tu as initiés? Tout à fait. Je prendrai 2 exemples qui sont plus que des exemples, qui sont des grands enjeux auxquels on fait face. Pas que nous, encore une fois, mais à mon avis, toute notre industrie est vraiment plus que notre industrie. Le premier sujet, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de présenter le 10 juin dernier à notre siège, c'est toute la problématique de la protection des contenus face aux IA génératives. C'est l'enjeu du siècle. Pour moi, c'est l'enjeu du siècle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'IA générative, elle a créé des contenus. En 1 an, on a créé plus de contenus photographique que depuis la naissance de la photo par Nicéphore Nips. Ouais, ce qui est hallucinant, en fait, c'est ça, on peut s'arrêter une seconde dessus. C'est complètement fou. Ouais. Mais la question c'est, si je ne peux pas protéger mes contenus, si je ne peux pas d'une certaine manière savoir qui en est l'auteur, on va au-devant d'une catastrophe. Et je m'explique, on va au-devant d'une nouvelle vague de piratage des contenus, comme on l'a connu. On va au-devant de piratage de l'identité, parce que les deepfakes permettront de piquer ton identité, ta voix, ma voix, mais également au-delà de mon identité pour faire ce qu'on aurait envie, en positif ou négatif d'ailleurs. Ouais. On va au-devant également d'une destruction de la création et d'un appauvrissement culturel. Et c'est un vrai risque. Si on ne protège pas nos contenus, si on ne protège pas notre savoir-faire, on va vers un appauvrissement culturel, puisqu'en fait l'IA, c'est un petit peu le retour à l'ère de Louis XIV, le débat, le conflit qu'il y avait, la guerre qu'il y avait entre les anciens et les nouveaux. Ouais. Il y a pour l'instant, en tout cas, et je pense que ça ne durera pas par ailleurs, mais pour l'instant, c'est la victoire de Racine sur la défaite de Charles Perrault. Ouais. On réutilise du contenu préexistant, on ne crée pas du nouveau.
Oui, c'est ce qui est tout le principe de l'IA générative, quoi. C'est un truc statistique, ça ne crée pas, c'est vraiment plus on copie, on adapte pour l'instant. Pour l'instant, ça le sera. Je suis en tout cas, ça a besoin d'être entraîné sur des images. On pourrait y revenir. Je suis persuadé que demain, ça sera le cas, mais pour d'autres raisons, je suis persuadé que dans quelques mois, années, l'IA générative sera inventive. Mais ça, il y a débat et aujourd'hui, on n'en est pas là. En tout cas. On n'en est pas là. Mais effectivement. En tout cas, il y a besoin de protéger les contenus, de les marquer pour savoir qui en est les propriétaires, qui en est le responsable, y compris juridique. Est-ce que c'est bien moi sur la photo ? C'est toute notre société qui va être transformée. La notion de preuve en justice va être transformée. La notion d'identité va être transformée. La notion de propriété de contenu et de responsabilité également. La bonne nouvelle, c'est qu'en miroir de cette révolution qui va nous frapper beaucoup plus vite qu'on ne s'y attend, on a les outils qui sont matures. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques mois, mais aujourd'hui, ils sont matures. Il faut des infrastructures simplement où on va pouvoir signer, sécuriser ces contenus, les watermarquer, quoi. Ouais. Mais de manière transparente et décentralisée pour pas que ce soit des tiers qui soient propriétaires de ces signatures. Sinon, c'est tout perdu. Et on le voit déjà, puisque c'est le point commun sur ces signatures, qu'on soit en Chine, à Shenzhen pour watermarquer des publicités avant de les présenter à des clients, ou qu'on soit dans la Silicon Valley avec les GAFA, qui sont déjà en train d'utiliser ces process autour d'une norme qui s'appelle C2PA et que Vivendi rejoint. D'accord. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ça. C'est la protection des contenus. Et ça aura un effet positif que personne n'a encore vu, ni vraiment compris. Mais d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait faire un POC ici même, en direct. Mais le podcast, par exemple. Bon, celui-ci, ce n'est pas forcément le cas, mais des podcasts payants ou des contenus comme des PDF payants de médias, les Échos. On a tous des abonnements, mais le PDF des Échos, si j'ai pas d'abonnement, je peux me le procurer facilement. Oui, si t'en as un et que tu me le passes. Ça transfère des groupes où t'as l'équipe, exactement. Le PDF, les potes qui se le passent, etc. C'est très facile. Si on fait du watermarking, les médias auront 2 victoires immédiates. Une première victoire, une meilleure connaissance client, car une meilleure connaissance data de par quelle personne transite ces PDF ou ces podcasts ou ces contenus tout simplement. Et deuxièmement, on pourra envisager des marchés secondaires. Donc on va pouvoir développer de nouveaux marchés et là ça devient très intéressant. Oui, forcément. Et donc ça se passe sur la blockchain ? Absolument, c'est le point commun en termes d'infrastructure, mais la tech d'une certaine manière peu importe. Encore une fois, tu dis. Ce qui est intéressant, c'est l'application. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet. Ça permet de protéger des contenus, d'éviter qu'un communiqué de presse pirate soit publié et passe dans la presse et par conséquent puisse déstabiliser une entreprise. C'est pas de la science-fiction, ça arrivait à Vinci au moment de Notre-Dame-des-Landes, un faux communiqué de presse qui a fait cracher le cours de bourse. Aujourd'hui, nous, chez Vivendi, on certifie maintenant nos communiqués de presse sur blockchain, mais d'une certaine manière, peu importe, ce qui compte, c'est juste que l'infra permette d'éviter qu'un chatbot malencontreux publie un faux contenu en notre nom, prenne la parole à notre place, qu'il s'agisse de texte, de vidéo, d'images, de voix. Ouais, alors c'est intéressant et à la fois je pense que la techno est quand même importante parce qu'il ne s'agit pas d'inventer, de réinventer la roue, etc. L'idée c'est quand même qu'il y ait des standards et que tout le monde puisse s'y coller. C'est aussi un gage de pérennité de la techno, de l'investissement, etc. C'est le gros enjeu, c'est que maintenant la tech elle est mature, il y a une question d'adoption, d'éducation, de formation parce que personne n'y comprend rien et puis surtout derrière il va falloir des vrais encadrements juridiques, législatifs et il faudra que nos décideurs prennent vraiment le pas. Ouais. Aujourd'hui la tech elle est mature, c'est plus une question de technologie, c'est plus une question de peur même. On n'a pas peur d'une tech à partir du moment où elle est invisible. Par contre, c'est une question d'adoption de normes, de protocoles. Aujourd'hui, les choses sont en train de faire leur chemin. Je suis personnellement extrêmement inquiet sur les prochains mois, puisque avec les élections européennes, je ne sais pas ce que donnera le futur Parlement, mais il y a de quoi s'inquiéter, je crains. Et dans ce contexte-là, je suis pas sûr que les futurs élus comprennent vraiment les normes qu'ils vont devoir pourtant adopter. Mais il y a urgence. Parce que moi, il y a déjà 2 ans, j'avais des clients qui se faisaient avoir par des deepfakes. Et demain, où les deepfakes seront complètement démocratisés à portée de main. Oui, ce sera à un clic. Ça va devenir extrêmement compliqué. Ouais. Aujourd'hui, c'est déjà un clic. Aujourd'hui, on peut déjà s'amuser. Moi, je m'amuse beaucoup à montrer le réalisme. C'est plus comme hier, hein, on voit plus un deepfake. On peut faire des jeux, on montre des images en vrai, en faux, en IA, en pas IA. C'est terminé. Il faut plus dire qu'on a peur ou qu'on n'a pas peur. On n'a pas eu peur de Photoshop. Non, c'est juste là et comment on fait. Comment on l'encadre et comment on responsabilise. On peut plus avoir des contenus auto-générés qui n'auraient plus zéro responsable. Il faut certifier et protéger les contenus. Il faut marquer nos contenus.
contenu made in IA, made in humain, made in IA et plus humain, qui est responsable, qui touche l'argent. Il y a tous les modèles à réinventer. Et chez nous, c'est clé puisque c'est le cœur de votre activité. industrie. Ouais, clairement. Et donc ça, c'est ton gros sujet. C'est le premier. Vraiment pouvoir authentifier un contenu, le Absolument. Marquer et quelque part pouvoir suivre, le tracer et pour tous les bons usages business, y compris de recirculation, etc. Oui, et puis ça dont permet on parle. de tracer l'info, savoir qui dit quoi, mieux comprendre. Dans le cadre de l'info, oui. Ça pose énormément de questions éthiques, évidemment. Mais la réalité, c'est que ça doit apporter un mieux parce que ça doit permettre de mieux rétribuer les créateurs, mieux responsabiliser ceux qui diffusent du contenu. Et d'une certaine manière, ça a aussi 2 side effects, comme on dit. Le premier side effect, c'est que ça rend possible ce qui est aujourd'hui impossible, à savoir l'interdiction de certains contenus à certaines personnes. Et ça fait bizarre de parler comme ça, parce que ça parle censure, mais en réalité, ça permet par exemple de paramétrer un contenu qui peut devenir ainsi vraiment interdit aux moins de 18 ans. Ouais. Ou vraiment interdit à certains pays, ou certaines régions. Bon, ça pose d'autres questions. Ouais, non, mais bon, dans les trucs positifs, ça peut être interdire vraiment le porno à des enfants de moins de 18 ans, Exactement. À des mineurs, quoi. Donc ça, c'est typiquement le genre de sujet qu'on regarde de près, parce que c'est le cas aussi dans le jeu vidéo. Ouais. Et puis, le deuxième side effect, c'est vraiment qu'à partir du moment où je vais pouvoir contrôler mes contenus, et que c'est une norme qui n'est pas une norme Vivendi, ni une norme France, il faut que ce soit une norme globale, ouais. Et ben on va pouvoir, d'une certaine manière, sauver les petits créateurs des IA génératives qui deviendront ce qu'elles doivent être, à savoir un pinceau, et non pas le moteur d'une sorte de grand remplacement technologique, qui pourtant pourrait être le cas si on ne fait pas ce travail, honnêtement. Mais on doit s'en prémunir. Et donc tu peux rappeler le nom de cette norme ? Alors, cette norme, aujourd'hui, elle est portée par des consortiums. Le plus connu, c'est celui de C2PA, dont Vivendi fait partie. On fait partie également des normes CAI, et ce sont des structures normatives qui sont structurées autour d'associations. Nous sommes également présents dans de nombreuses autres associations qui travaillent sur ces sujets, et notamment, à titre personnel, je suis secrétaire général de la Ligue pour la sécurité du Web3, qui est la seule association française sur ces sujets et qui a en son board, et c'est remarquable parce que ça permet de montrer la vérité de ces enjeux, ce qu'on appelle administrativement le ComCyber-MI, mais qui plus simplement regroupe les forces de gendarmerie et de police nationale en France autour des ministères intérieurs et armés sur ces sujets-là de protection justement des utilisateurs face à ces nouveaux dangers. Ouais, ça doit être, les débats doivent être hyper intéressants et tout le monde est à la pointe et au niveau, tu trouves ? Beaucoup plus qu'on l'imagine, et la réalité par ailleurs, c'est qu'on a en France une chance inouïe là-dessus. Il y a quelques années, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avait dit « il faut faire de la France le champion du Web3 ». À l'époque, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Attirer des boîtes, attirer des pépites, créer des pépites. On a des pépites, on a Ledger, Sora, on a attiré des géants comme Binance et d'autres. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il faut surtout, et ça me paraît être beaucoup plus essentiel, il faut avoir cette capacité d'utiliser la tech, pas seulement pour créer des business, mais pour protéger, structurer le business et puis les développer. Pas seulement créer des startups, autrement dit, c'est pas juste la Startup Nation, c'est l'intégrer dans les grands géants, et y compris chez Vivendi. Et en cela, on a un temps d'avance parce que j'ai peu d'homologues encore dans les grands CAC 40, même si ça se développe en réalité de plus en plus. Ouais, t'as l'impression enfin que t'étais parmi les premiers sur ce type de poste dans des grosses boîtes où il y a un peu de retard. Puis j'imagine que l'arrivée de l'IA générative a dû mettre quand même un sacré coup d'accélérateur autour de... Paradoxalement, non, ça a même été un peu négatif. Mais oui, j'étais dans les premiers. Moi, je suis tombé dans le Web3 dans la marmite en 2013, donc c'était vraiment très très early. Mais et j'ai commencé à travailler sur ces technologies dans un corporate au début chez Havas, qui fait partie de Vivendi, puis chez Vivendi dans les années 2017. Donc oui, c'était au tout début, c'est la préhistoire. Je suis un peu le dinosaure, mais néanmoins, au-delà de ça, la réalité, c'est que aujourd'hui, la plupart des corpos ont des directeurs en charge de ces enjeux, que ce soit Orange, que ce soit Carrefour, que ce soit... Bref, aujourd'hui, tout le monde s'y met. L'IA générative a été un petit peu un frein, je disais, parce qu'en réalité, on a des comex souvent qui vont sauter d'une tech à une autre tech. C'est l'effet buzz. Ouais, c'est un peu ma question d'après. De la blockchain jusqu'au NFT, puis ensuite au métaverse, puis ensuite autre chose. Demain, ça sera plus l'IA, ça sera quantique, enfin, j'en sais rien, mais bref. Mais moi, je cherche pas à sauter de tech en tech, je cherche juste à trouver les technologies les plus efficaces. Et pour un groupe de médias, d'entertainment, pour des agences de publicité, pour du gaming, le Web3 est le seul bouclier, là où certes l'IA générative sera une très bonne épée pour défricher des nouveaux terrains.
Très clair. Alors donc je repose quand même ma question sur la détection des technologies. Comment tu fais toi pour détecter, trier le bon grain de livret comme on dit, parce que ça va vite. T'as cité plein de technos, de certaines dont on parle encore. Hein. La blockchain, ce protocole dont tu parles là de watermarking est basé là-dessus. Il y avait les NFT. C'est quand même retombé très très vite, tu vois, le buzz a été très fort, blockchain, il y a eu beaucoup de choses, les cryptos, alors je mets tout ça un peu dans le même panier, mais il y a eu la réalité virtuelle, le métavers, je relisais le communiqué de presse de ton arrivée chez Vivendi, ça parlait beaucoup de métaverse à l'époque. Hein. Et toujours, mais alors tu vas m'en parler, mais de moi, je prends mon œil d'observateur, de particulier. Le métaverse, il y a eu une espèce de Zuckerberg, Meta avait investi énormément là-dedans. Au final, aujourd'hui, tu dis, mais en fait, il est où le métaverse, quoi? Mais d'abord, la question, mais le métaverse est un bon exemple, on pourrait en prendre d'autres, mais d'abord, la question, c'est quoi le métaverse? C'est ça la première question. Si on appelle métaverse de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, bah, il est là, le métaverse. Bah, il était là avant même qu'on en parle. Oui, tu veux dire quoi, par exemple, Ce que je veux dire, c'est que, ou juste la techno? Bien sûr, mais le vrai métaverse, et c'est le problème, c'est que personne ne l'a vraiment jamais défini. Mais si on va aux racines de qu'est-ce que c'est un métaverse? Un métaverse, c'est censé être un monde en réalité virtuelle ou augmentée, mais pas que, ça peut être sur un ordinateur, un téléphone, etc., dans lequel des objets virtuels ont une valeur. C'est ça qui n'existe pas encore aujourd'hui, et qui pour l'instant commence à se développer, mais qui, on est encore vraiment avant la préhistoire, quoi. Ouais. Il y a des logiciels qui commencent à y ressembler, avec des objets qui ont de la valeur. Le meilleur exemple, c'est Sandbox, dont on parle beaucoup, où on a un jeu vidéo, par ailleurs, vraiment très, 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 très early, où on a des objets qui ont des vraies valeurs. Des objets virtuels qui ont des valeurs réelles. Mais aujourd'hui, les cas d'usage, il n'y en a pas. Des opportunités, il y en a peu. Des mondes où on peut être vraiment nombreux et les utiliser, il n'y en a quasiment pas. Ouais. En fait, dans le jeu vidéo, quand même, je pense à WoW, World of Warcraft. Mais on a, par contre, des prémices qui préexistent et qui commencent à se développer. Par exemple, à partir du moment où on a des avatars, à partir du moment où on a des objets, des armes ou je ne sais rien, différents artefacts qui peuvent avoir déjà qui peuvent être achetés, on est très proche du métaverse. Ouais. Mais, et c'est ça la vraie définition, c'est pas juste des objets virtuels qui ont une valeur réelle, mais qui sont, et c'est là qu'on n'y est pas du tout, interopérables. Ouais. D'un univers à un autre. Exactement. Et ça, c'est ce qui n'existe pas. Et c'est normal. Oui. Parce que la tech n'est pas mature. Il y a encore un an, les NFT, ils n'étaient pas capables d'être développés suffisamment rapidement. Ça coûtait très cher, c'était très compliqué. Ouais. Et puis encore aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas toi, mais moi, perso, avoir des NFT, why not? Mais en fait, faut un wallet pour les porter. Oui, c'est un enfer. La techno, l'enfer. t'as une barrière technologique qui... Ma grand-mère, elle va pas jouer avec de la crypto et des NFT. Les wallets, ils sont absolument impossibles à utiliser. Si demain, dans mon compte en banque, je peux les intégrer par défaut, ok, peut-être, ou ailleurs, peut-être, mais pour l'instant, non. Donc, cette maturité, on n'y est pas. Mais par contre, ce qu'on sent, c'est qu'on va y tendre. Parce qu'il y a une convergence technologique. Il y a une convergence entre l'IA, entre le Web3, entre d'autres technologies qui amènent à des expériences augmentées, avec des choses qui fonctionnent déjà, d'autres qui ne fonctionneront pas, d'autres qui fonctionneront peut-être. Bref, en tout cas, il faut s'intéresser à ces techs quand on a un grand groupe de divertissement, simplement parce que ces technologies, elles vont restructurer des nouvelles expériences. Ouais. Donc nous, notre objectif, c'est quoi? C'est juste de comprendre un peu comment elles fonctionnent, essayer de trouver les meilleures solutions, essayer de trouver les meilleures startups et agréger les meilleures expériences, pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi peut-être sur le long terme. Ouais. Et alors justement, si je me place côté business sur le long terme, toi, tu dois rendre des comptes quelque part sur... si tu investis beaucoup sur blockchain ou métaverse et qu'au final, on sent toujours que c'est bien, mais l'usage n'est pas encore là, c'est pas encore mature, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, tu continues d'investir, on te dit pas au bout d'un moment... Moi, je suis pas un investisseur, donc je mets pas un rond sur rien. Et c'est important, Vivendi n'a pas de fonds d'investissement aujourd'hui, du moins pour l'instant. Mais la question, c'est comment on assure une rentabilité. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on répond à des problèmes. Et la tech, il se trouve, le Web3 répond à 2 problèmes qui sont les problèmes cœur de notre industrie. C'est pas moi qui suis fan de blockchain et de Web3, un peu quand même, mais j'ai envie de dire, je m'en fiche d'une certaine manière. S'il n'y avait pas de besoin, je serais pas là-dessus. Or, le besoin de la protection avec des techs qui sont matures et des enjeux qui sont immenses, on y est. Ouais, ça c'est clair, c'est évident. Je donne un deuxième exemple qui pour moi est vraiment quelque chose d'encore plus structurant, parce que peut-être plus parlant dans nos industries, c'est l'enjeu de la disparition des cookies tiers. Ouais. Aujourd'hui, la disparition des cookies tiers, c'est un fait. Et nos industries n'y sont pas préparées. On n'est pas prêt.
On fait tous semblant, on s'améliore. En même temps, ça se reporte tout le temps, la disparition. Heureusement, parce qu'on n'est pas prêt. Et parce qu'il n'y a pas de solution à la place. Alors, il y en a plein, mais tu veux dire, il n'y a peut-être pas le standard, mais il y a eu plein de solutions. Le problème, c'est que toutes les solutions et toutes les pistes, elles ont un point commun. C'est qu'on sent bien à chaque fois qu'on essaie de s'en emparer qu'elles vont finalement pas améliorer vraiment le quotidien ni des utilisateurs, ni des annonceurs, ni de personnes, et que par conséquent, de toute façon, elles finiraient par être illégales ou elles finiraient par être encadrées. En fait, on essaie de sortir un peu du cercle en comprenant bien qu'on est un peu pirate. Ouais. On va pas sauver des industries comme ça. Or, aujourd'hui, remplacer les cookies tiers par des tokens qui seraient transparents, qui seraient par conséquent plus éthiques, et qui permettraient de renouveler, repenser la relation entre lecteurs, annonceurs et médias, ce sont des choses qui sont matures, possible et développé. On a lancé le 10 juin dernier la première solution, le premier média au monde, c'est Capital de Prisma Media, qui a lancé sa solution de ce qu'on appelle vulgairement et technologiquement le token gated, mais peu importe, qui est simplement une petite révolution à l'échelle de nos industries qui passe par ce constat qui est qu'en effet, il y a beaucoup de marques qui n'ont pas compris ce qu'étaient les NFT, mais qui en ont fait. Elles ont fait un peu n'importe quoi. Oui, les Carrefour, les... Oui, voilà, vendre des unes de machin. Voilà. Mais ça peut être intéressant encore parce que c'est du collectible. Mais j'ai envie de dire, ceux qui ont lancé des NFT sans usage, ça n'avait aucun sens. Mais à partir du moment où on leur dit, les cocos, vous avez fait une bêtise, ok. Si on vous donne enfin un sens à ces tokens, est-ce que ça vous intéresse ? Oui, ça va les intéresser. On va leur dire, voilà, vous payez en tant qu'annonceur un montant mensuel ou annuel, peu importe, ça va être moins cher que de la publicité en plus. Et on vous propose le modèle suivant. Tous les gens qui auront vos tokens, gratuitement, ils pourront accéder via leur token au contenu de Capital. Ça a plusieurs intérêts. Un, ça leur permet de trouver un intérêt à leur token. Et donc de redonner un sens. Deux, ça va leur permettre de tracer la totalité de ce que va consulter le lecteur. Ça veut dire que les gens passionnés par Carrefour qui ont été jusqu'à acheter un NFT, derrière, on va pouvoir savoir ce qui les intéresse dans Capital. Donc, on va pouvoir les abreuver d'un contenu qui sera beaucoup plus transparent. On remplace le cookie par le token. Et troisièmement, on va pouvoir, comme on est sur une infra-blockchain et que c'est transparent et que c'est interopérable, on va avoir cette capacité de suivre au-delà du média sur toutes les activations tierces qu'il pourrait faire avec son NFT. Ça devient hyper intéressant. On réinvente une sorte de CRM décentralisé. Et c'est plus de la science-fiction, ça marche. Et d'ailleurs, c'est ouvert, on peut le tester sur le magazine Capital. D'accord, ça c'est hyper intéressant. Et en fait, ce qui est un peu nouveau là dans ça, c'est qu'il y a un tiers, c'est l'annonceur. Donc là, vous, dans la vision, dans le cas d'usage que vous imaginez le plus probant, c'est vous allez voir un annonceur, vous lui expliquez ce dispositif en lui disant t'investis un peu et tu distribues les tokens, à toi de trouver les modalités de distribution, peu importe, ou même les vendre. Et derrière, nous, on te garantit que il y aura des perks à ces tokens. Ce sera dans l'ensemble de nos IP. Aujourd'hui, Capital, demain d'autres choses. Ils pourront avoir ça. Et puis après, tu as une liste, tu mets une valeur en face. Et surtout, ce qui devient intéressant, c'est qu'au token, le token est paramétrable. Autrement dit, c'est comme un compte client, si je simplifie. Oui, tu peux le mettre à jour. Je peux tout à fait, moi, en tant qu'utilisateur, dire, pour ce type de truc, ok, je donne toute ma data. Pour cette catégorie-là, pas tout. Sur cette catégorie-là, que ça. Bref, je peux paramétrer mon compte et je suis donc beaucoup plus propriétaire et responsabilisé sur mon usage de la data. Et c'est ça que je n'ai pas encore aujourd'hui dans la plupart des médias. Mais on voit bien que le token va permettre de prendre une revanche, d'une certaine manière, sur la propriété de ces data. Et c'est éthique, c'est positif, c'est populaire. Je pense que ça sera un des modèles qui va se développer à très moyen terme. C'est quelque chose qu'on avait essayé de vendre à Arte, en l'occurrence, il y a 2-3 ans, quand c'était la folie, en disant, il peut y avoir un truc intéressant, tu peux avoir accès à des avant-premières, et en fait, tu te loguerais avec ce token, mais tu vois, je pense que la barrière techno était encore un peu trop haute. Mais pour que ça marche, il y a une solution. Il faut d'abord commencer par arrêter d'utiliser tous les mots qui font peur à tout le monde. Donc, il ne faut plus parler de NFT, il ne faut plus parler de blockchain. Oui, en fait, on oublie la tech, c'est juste pour parler de l'usage. On parle de l'usage. Et on dit simplement, on va vous donner un compte qui va vous permettre de suivre sans cookie tiers, en toute transparence, tout ce que font vos lecteurs, tout ce que font vos utilisateurs, tout ce que font vos passionnés. Ce sont des choses qui marchent très bien. Il y a quelques années, on avait lancé des NFT pour des festivals, notamment Garo Rock chez Vivendi. Et on s'était rendu compte qu'avec des activations précises, on trouvait non seulement des annonceurs, mais des expériences géniales qu'on pouvait associer au NFT. Là, on fait la même chose. On a pu le faire pour l'Olympia, on a pu le faire pour d'autres marques. Mais là, on le fait avec Capital parce qu'on a bien compris qu'en plus, on a des lecteurs de Capital qui sont passionnés par le Web3. On aura dans les prochains mois, probablement en août, à la sortie d'un hors-série dédié au Web3. Je ne sais pas si ça sera...
dans les prochains mois en tout cas. Mais on voit bien qu'on a des gens qui sont intéressés par l'IA, qui sont intéressés par le Web3, qui comprennent comment les choses s'emboîtent. Oui, qui peuvent avoir cette petite curiosité en plus d'aller créer un compte, autre chose et de tester. Et qui ont déjà des wallets. En France, les chiffres, ils sont frappants. On a plus d'utilisateurs de crypto en France qu'aux États-Unis. Proportionnellement. Ouais, sur la population. Et la croissance, elle est très forte. Je lisais l'autre jour les études. Les études, elles sont claires. On a dépassé les 15% d'utilisateurs. On a des gens qui ne vont pas le déclarer, au sens dans un sondage. Ouais. Fiscalement, vaut mieux. Mais, il y a un peu de flou encore. Ouais. Les gens ne le crient pas trop fort. Mais par contre, ils le font. Ouais. Moi, j'ai pu le voir sur différents événements. Même au local, on se rend compte que les gens, ça les passionne. Et c'est pas forcément les gens qu'on s'imagine en plus. Non, probablement. T'as raison. Et alors oui, petit aparté, en tant que maire, tu imagines plein de choses pour les administrer. Enfin, même nous, en tant que citoyens, ce wallet pourrait permettre énormément de choses aussi en termes administratifs. Bien sûr. De vote, de ce qu'on y met. Moi, j'étais le premier maire et le premier gogo au monde à avoir lancé un vote sur blockchain. Je l'ai lancé en 2020 suite à mon élection puisqu'il y avait un projet départemental qui visait à créer une route qui devait traverser une forêt et une plaine agricole, 500 hectares de forêt, 400 de plaine agricole à peu près, pour faire un contournement du boulevard urbain de ma ville. D'accord. Les gens, je leur ai donné l'option physique et numérique. On a eu des très bonnes participations aux deux. Il se trouve qu'on a pu sauver la forêt grâce à ça parce que 80% des habitants ont voulu sauver la forêt de la plaine agricole. Mais il se trouve malheureusement surtout qu'on a dû arrêter la consultation numérique que j'avais développée sur Tezos et qui a été hackée, puisque c'est le malheur quand on est un petit peu visible sur ces sujets comme moi et exposé. Ouais. Mais ce qui est super intéressant, c'est que parce que c'était sur blockchain, on a pu montrer que malgré le hack de l'infrastructure de la startup qu'on avait utilisée, personne n'avait pu bouger les votes. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout ce qui était autour, la surcouche a été hacké, mais les votes qui ont été enregistrés, qui ont été inscrits dans la blockchain étaient là, vérifiables et on pouvait les vérifier et les valider. Et c'est très intéressant puisque c'est malheureusement le cas d'usage le plus essentiel et le plus intéressant de la tech. C'est parce que c'est sur blockchain, on est capable de démontrer que les votes étaient réels. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui semblait encore une fois très précurseur, et ça l'était en 2020. Mais là, en ce moment, les élections en Corée, elles sont comment ? Même dispositif. Ouais. J'ai pu échanger avec eux parce qu'ils ont fait le rétexte en regardant ce qu'on avait vécu nous. Ouais. Et c'était intéressant parce qu'en plus, on a eu toute la jurisprudence, il y a eu le procès, etc. La personne ça a fait avancer. Qui avait hacké, pardon ? Je vais pas donner son nom pour pas lui faire de pub, mais c'était un individu, mais c'était pas... ton opposant politique. Non, c'était un individu qui voulait... C'était un hacker un peu connu qui a voulu s'amuser, mais d'une certaine manière, il a été condamné, etc. Donc il a payé suffisamment cher, mais il fallait, parce qu'en plus ça fait jurisprudence, donc c'est pas mal. Mais ça a fait avancer le truc, parce que je vais pas m'en féliciter, ça a été très dur d'expliquer à 17 000 habitants ce que c'est la blockchain. Ça, une autre histoire. Mais la réalité, c'est qu'au regard de la technologie, ça a fait beaucoup avancer les choses. Parce que la CNIL, le tribunal, etc. Obligé de se prononcer. Obligés de se prononcer. Et ça a permis de valider la chose. Donc c'est très intéressant. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des gens qui comprennent à une échelle un petit peu plus nationale. Moi, quand j'entends parler des NFT, par exemple, et qu'on me dit « Ah là là, les NFT, ils sont en train d'être régulés grâce à la loi Jonum pour les jeux en ligne qui utilisent du NFT. » Cool. Mais en fait, le NFT qui m'intéresse, moi, c'est pas ça. C'est la technologie qui me permet de protéger, de certifier un contenu qui devrait s'appeler NFT. Mais en fait, le problème, c'est qu'on utilise des mots pour recouper des réalités. Ouais. Et souvent, c'est celle qui fait le plus de buzz qui gagne, au lieu que ce soit celle qui fasse le plus de bise, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Donc, un de tes chevaux de bataille, c'est justement de pas utiliser forcément ces termes-là, ou de d'effacer la techno et de recentrer sur l'usage. Il faut recentrer sur l'usage, il faut recentrer sur les applications, sur les expériences. Franchement, on s'en fiche de la tech. Oui, alors moi j'aime bien en parler, mais je vois ce que tu veux dire. Si tu veux pas faire peur aux gens, mais le problème, c'est que si je fais il y a plein de gens qui n'ont pas cette appétence. Le problème, c'est que la tech, c'est pas ce qui va me préoccuper. Je vais donner un exemple. On parlait tout à l'heure de normes de certification, d'authentification, de protection. Moi, je m'en fiche de la norme. Je veux juste qu'elle fonctionne, qu'elle soit dans les mœurs. Et le meilleur exemple qui soit, c'est aujourd'hui, quels sont les sites internet qui n'utilisent plus la norme HTTPS ? Des sites soit très amateurs, soit des arnaques. Voilà. Et par conséquent, aujourd'hui, on tilte tout de suite quand il n'y a plus le S. Ouais. Et pourtant, on ne sait même plus ce que ça veut dire HTTP. Ouais. Bon, je le sais, moi, je oui, me teste. Mais le grand public. Mais oui, et l'oublie totalement, ne le tape jamais, etc. Quoi. Ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui. Oui, on pourrait effacer tout ça. Le protocole, peu importe. Ouais. Ce qui compte, c'est l'usage. Ouais.
T'as raison. Ça fait penser un peu à ce que fait aussi Apple, hein, quelque part, ou ce qu'on a sur les smartphones aujourd'hui. Les gens ne savent même plus ce qu'est un OS, et un système de fichiers, de stockage, etc. Mais c'est tout l'enjeu qu'avait bien compris Steve Jobs avec Apple. C'est la clé, c'est l'UX, c'est l'ergonomie, c'est le design. C'est l'expérience, en fait. Et moi, le seul truc des fois qui me fait un petit peu peur là-dessus, mais c'est très perso, c'est que les gens en fait deviennent un peu bêtes et ne comprennent plus réellement comment ça marche, tu vois. Alors que quand t'as appris, que tu comprends, bah tu peux faire face à plein de situations et comprendre. Tu vois, je prends l'exemple de mon père qui, lui, il adore Apple parce que c'est très simple, mais derrière, si le moindre problème, il est incapable de comprendre où il va devoir retrouver un fichier, etc. Bon, c'est autre chose, mais après, quand c'est tellement simple, les gens ne réfléchissent plus, quoi. Moi, je pense que plus c'est simple, plus de toute façon ça peut rentrer dans les mœurs, donc c'est déjà une bonne chose. Après, mon deuxième combat, ça reste la formation, mais ça c'est un autre sujet. Ouais, voilà, mais t'as raison, il en faut. On avance un peu, donc autre grande techno, on en a un peu parlé, on en a même beaucoup parlé de l'IA générative. Vous en êtes où? Je citais quand même par exemple un groupe comme Axel Springer qui a dès 2023, c'est un des premiers communiqués sur le sujet, ils ont créé une unité dédié pour faire avancer en interne. Il y a eu des projets porteurs et voilà, il y a d'autres médias comme Politico, Build qui le font de manière transverse. Est-ce que c'est des inspirations pour vous? Vous en êtes où dans le groupe? J'imagine qu'il y a un peu de disparité entre chaque entité, mais vous en êtes où là en juin 2024? Alors, très honnêtement, la réalité, c'est que on dit pas qu'on fait de la tech, on utilise la tech. Et on valorise jamais la tech qu'on utilise. Je donne un exemple. On n'a pas été faire du barouf médiatique quand on a utilisé la blockchain à l'époque pour faire la traçabilité du malt en Afrique. Pourtant, c'était peut-être la plus grosse application qu'on faisait avec les ports de Bolloré à l'époque. Symétriquement sur l'IA, on l'utilise depuis longtemps, l'IA générative. On le dit pas. Je donne 2-3 exemples concrets. Dans les magazines féminins, les grilles de mots croisés, de mots fléchés, et petit secret, les horoscopes. Ah, attends, sur les horoscopes, on va en parler. Ils sont faits par IA générative? Bah, disons que ça change quoi? Eh ben, tu sais quoi? Ça change une chose. Et c'est un truc que je trouve génial. C'est que ton horoscope, c'est probablement la meilleure manière d'appréhender le sujet sur une échelle plus grande. Parce que ça change quoi? Bah, rien en réalité sur le texte. Par contre, si tu mets juste un texte généré par IA générative, ben, personne ne va le lire. Et on a fait des tests là-dessus. Par contre, si tu associes une personnalité avec un contact, là oui. Ce qui montre que paradoxalement, il y a toujours une question d'humanité, d'humanisation de la technologie. Ouais, comme un miroir, on veut... Exactement. Et les gens vont avoir peur parce qu'ils se sentent remplacés, etc. Mais on voit bien très rapidement qu'en fait, au bout d'un moment, on reconnecte avec l'humain. Ouais. Mais au-delà de ça, nous, on l'utilise dans de très nombreux de nos business. Je ne vais pas faire toute la liste parce que les usages sont très, très pluriels. Nous, on communique pas forcément sur les différents pas une page avec la liste de tout, histoire de montrer que... Ça n'a aucun sens. Mais bien sûr qu'on a fait de la formation. Moi, j'ai participé il y a plus d'1 an maintenant à tout ce qui était formation sur l'IA générative. On a formé tous nos employés, y compris les assistantes, etc. Tout le monde. Je sais que vous avez mis en place avec des formations en ligne, des e-learning, etc. On a fait les e-learning à l'époque. On a fait, ça nous a pris un été. Formation à l'intro à l'IA, formation sur le prompt, etc. Ensuite, moi, je suis passé former tous les RH de tout le groupe pour pouvoir veiller à ce que ce soit eux qui puissent être moteurs sur la formation, former métier par métier. Donc, le stream formation déjà était énorme. Et aujourd'hui, honnêtement, il est fait y compris à niveau COMEX. On avait des COMEX dédiés à ces sujets, ce qui est pour le coup assez exemplaire. Ouais. Ensuite, on a des besoins métiers. Et là, honnêtement, moi, je ne vais pas mettre mes doigts dans les besoins métiers. Ils savent mieux que moi. Et oui, tu descends pas à ce niveau-là. Non, ils savent mieux que moi. Moi, ils auront besoin de nous sur des regards plus macro, sur des interopérabilités, sur des interactions entre BU, pour éviter de refaire le travail 10 fois. Mais ils sauront mieux que moi sur leur métier. Moi, je vais plutôt apprendre d'eux, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce que je fais. Ouais, bien sûr. C'est quoi le niveau d'acculturation des équipes sur ces technos Est-ce que, au-delà donc, des use cases, donc j'ai bien compris, vous d'utiliser, etc., il y a quand même une ambition affichée, structurée? On t'a demandé un peu de formaliser une ambition autour de l'IA générative? Ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire parce qu'encore une fois, on formalise pas par tech. On formalise par type de problématique. Donc non, on n'est pas avec des petites fiches en disant il faut cocher des cases IA. Quand il y a des BU qui par malheur le font, je suis le premier à tirer la tête. Non, faut pas le faire. Ça n'a aucun sens. On a fait dans les BU, on l'a tous fait, mais dans toutes les industries. Allez, on va regarder l'IA, elle est où dans tout... Ça n'a aucun sens. Ça peut flatter quelqu'un qui peut dire comme ça, un dirigeant qui pourrait dire ah bah disons on fait de l'IA, on s'en fout. Aujourd'hui, quand on le faisait, on avait des centaines de pages de cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
On s'en fiche de lister le développement. Par contre, utiliser les technologies après une acculturation pour résoudre des vrais problèmes nouveaux auxquels on fait face depuis longtemps, là, ouais. Y compris qu'on a des vrais dangers business. Oui. Là, oui. Donc, c'est plutôt partir de ça, de vos problèmes. On part des pain points. Ouais, des pain points en disant, voilà, est-ce que pour un pain point, comment on peut le résoudre? Et si, parmi les réponses, l'IA peut être une bonne solution, vous regardez. Exactement. C'est plutôt dit comme ça, ça a du sens, évidemment. Donc, pas d'objectif chiffré. Là, non, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens parce que on peut regarder après, cas par cas, le ROI sur un cas d'usage. Ouais. Et on le fait, évidemment, mais pas sur une tech. C'est pas possible. Donc, comment toi, tu mesures ton succès, ou est-ce que, je sais pas à qui tu reportes, mais comment est-ce qu'on mesure le ROI de ce que toi, Fabien, tu fais? Très honnêtement, c'est simple. C'est demain, l'IA générative peut destroy toutes nos créations. Ouais. À court terme, hein, c'est à 2 ans. Ouais, bien sûr, j'en suis convaincu. Protéger nos créations, c'est la seule manière d'éviter de détruire notre business. Et on parle de destruction. Donc, le ROI, il est très simple. Est-ce qu'on sera encore vivant dans 2 ans? Oui, c'est la burning platform, quoi. C'est si on fait pas quelque chose, on peut disparaître. Pour commencer. Ouais. Enfin, c'est le meilleur cas. C'est même pas une question de chiffre, c'est une question de de survie. Mourir. Et je pense qu'il n'y a que quand d'ailleurs une industrie est en train d'être menacée comme ça, qu'on va avoir autant et de moyens et d'agilité pour se réinventer. Et c'est tant mieux. Oui, tu vois, quand on est au pied du mur, hein, c'est là où on est le plus féroce, ce que disait Sun Tzu. En termes de méthodologie, je descends d'un niveau. Est-ce que quand vous implémentez des nouvelles technos, vous les évaluez, est-ce que tu as un framework, une méthodologie d'implémentation qui permet de dire... Encore une fois, on n'y va pas tech par tech, mais par contre, on peut aller solution par solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai des startups, par exemple, il faut bien faire des due diligence. Et là, c'est important. C'est un peu le reproche que je fais d'ailleurs souvent sur à la fois fonds d'investissement ou labellisation d'État, etc. C'est que si on fait pas des audits cyber, une petite évaluation RSE, des petites évaluations de souveraineté, etc., bah oui, on va dans le mur. Donc oui, on a ce type de critères qu'on va intégrer sur le prix aussi, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, pourquoi Copilot n'est pas déployé dans toutes les entreprises? La solution, elle est mature, elle existe. Bah, c'est juste pour 2 raisons. Hein. 1, ça marche pas super bien. Et 2, ça coûte trop cher. Ouais. Bon, ça, c'est des critères assez objectifs. Sur des technos, je reprends, alors tu l'as dit, vous n'avez pas de fonds d'investissement, mais donc vous n'achetez pas de technologie, vous n'investissez pas dans des startups. Non, on a un incubateur, ouais. On a des boîtes d'ingé que j'évoquais, on a des fonds qui vont être clients par exemple d'Avas, et donc ça nous permet d'accéder un petit peu à leur vivier et de voir ce qu'ils font. Donc on sait très bien ce que font nos clients, ce que fait notre écosystème, mais nous on n'investit pas pour l'instant. D'accord. Mais tu t'insistes quand même pour l'instant. C'est quand même, il y a être, tu vois, ce serait quand même cohérent de se dire, vous avez la capacité de faire des coups un peu stratégiques, une techno que vous voulez, voilà, de la préempter, etc. Rien n'est impossible. Ouais, on verra dans le futur. De toute façon, Vivendi est en pleine transformation, en pleine réorganisation. On verra dans quelques mois, années, ce qui sera possible dans le cadre du nouveau Vivendi. Ouais. Et alors, c'est quoi cette réorganisation, juste en quelques mots? C'est pour digérer un peu les différentes acquisitions, ou c'est pour se préparer C'est un projet de scission, sans pouvoir trop en dire, qui vise à, dans un point de vue purement d'abord financier, à éviter la décote de holding, qui était forte aujourd'hui. Et preuve en est que depuis l'annonce, les choses sont reparties à la hausse. Donc c'était la bonne solution financière. Ouais. Et d'une certaine manière, la finance lead sur le business. Donc maintenant, la question, c'est comment juridiquement les choses peuvent se faire, quelles sont les différentes options pour structurer le groupe de demain, et comment on peut rester, pour ne pas dire encore se développer, en tant que leader non plus européen demain, mais peut-être mondial. Belle ambition. Je reviens sur ton côté de mère. J'allais dire que je parlerai pas de ça, mais en fait, il y a quand même des choses intéressantes dans ce que tu fais aussi. Et alors, c'était plus un peu anecdotique, mais ça rejoignait un peu quand même ton appétence pour la tech. Tu as créé un avatar, enfin un deepfake pour fêter tes vœux. Je voulais voir pourquoi et comment ça avait été un peu accueilli. Bah, en fait, c'est parti d'une blague, enfin d'une blague qui n'était pas drôle. C'est qu'en tant que maire, moi, j'ai pas de moyens pour faire ma com. Donc on m'a dit... T'as pas du tout alors tu dis ça ou t'as pas assez de moyens, mais si tu me parlais de combien? De 450 agents? Non, oui, 250 mais côté communication, on a une toute petite équipe. Et dans ce contexte-là, on m'avait dit pour faire tes vœux, moi j'avais dit je ferais bien une vidéo, un truc institutionnel. On m'a dit ouais d'accord, mais
Mais tu t'es alloué toi-même un budget de 0 € quand même pour tes vœux, donc il va falloir que tu fasses un truc. Faut assumer maintenant. Voilà. Donc, je m'étais dit, on va faire du buzz dans ce cas-là. Buzz gratos. J'ai trouvé une petite application et je me suis lancé là-dedans. Et mon objectif, c'était 3 choses. C'était 1, faire du buzz gratuit. 2, réussir à alerter sur le fait qu'on pouvait trop facilement faire des deepfakes et que la chose allait devenir vraiment problématique, commune, courante et qu'il fallait protéger, certifier, ce qui relie un petit peu ce que je disais côté Bien sûr. Mais qui a un impact en tant que maire, parce que moi demain, si on fait un deepfake de moi pour dire que l'eau elle est empoisonnée à Verneuil, comment on réagit? Personne ne sait le faire, ça. Donc on a des vrais enjeux par ailleurs. Et puis troisièmement, c'était aussi l'occasion de faire de la pédagogie sur cette technologie et puis de tomber pile poil au bon moment, puisque je l'ai fait, je crois, ric-rac, au moment où politiquement certains se sont amusés à commencer à faire des deepfakes de personnalités politiques un petit peu plus exposées. Ouais, donc c'était bon time. Bon accueil, tu l'as annoncé à tout le monde que c'était un deepfake je l'ai assumé, oui. Pas... Tout de suite, oui, c'était pas genre... C'était marqué. Je livre et puis on verra les réactions. Mais je crois même que le deepfake le disait lui-même. D'accord. Est-ce que, si on regarde un peu dans le futur, donc là on était quand même un peu dans le présent, même si c'est des nouvelles techno, est-ce qu'il y a des nouvelles techno qui seraient faufilées sur ton radar, qui ont titillé ta curiosité, des choses dont on parle pas forcément encore dans le grand public? Moi, il y a 3 choses que je trouve géniales qui arrivent, mais juste personne n'y croit en fait. D'abord, les véhicules autonomes. Moi, j'ai essayé les Waymo à San Francisco, ça marche. Ouais. J'ai essayé celle de Huawei en Chine, elle marche. Alors, il y a des questions de réglementation, des questions d'éthique, des questions dont on flippe quand on rentre dedans, etc. Mais ça marche. Donc là, tu parles vraiment des voitures sans chauffeur. Sans chauffeur. Full autonome. C'est pas la Tesla, c'est pas l'autopilote. Non, c'est la vraiment voiture autonome. Et ce que je trouve génial, c'est que ça pose des tas de questions dans un premier temps. Mais quand on monte dedans, on se rend compte surtout qu'ils ont trouvé, à l'occasion des réflexions autour des véhicules autonomes, des solutions pour des problèmes, punaises, idiots. Ouais, qu'on a toujours. Et ils ont trouvé la solution en pensant véhicule autonome, alors que ça fait 50 ans qu'ils auraient pu la trouver, parce que c'était pas forcément... Par exemple. Sensible. Et le meilleur exemple, c'est dans les véhicules autonomes, on s'ennuie, donc on veut consommer du contenu. Je sais pas toi, mais moi, en voiture, avec un téléphone, avec un petit écran, je suis tout de suite malade. Ah oui, pas moi, mais je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Moi, je peux pas. Ok. Et ils ont trouvé la solution pour ne plus être malade. C'est quoi, un journal papier? Même pas, non, un écran. Un écran, mais qui par optiométrie et par solution de miroir permet de ne pas être malade. Et je l'ai essayé. Dingue. J'y croyais pas trop, et en fait, ça marche. Et je me suis dit, ça, pour le coup, ça c'est la vraie innovation du quotidien. Non, je plaisante, mais du coup, je pense qu'il y a ce type d'innovations qui sont intéressantes. La deuxième que je trouve personnellement assez intéressante, c'est tout ce qui tourne autour des nouveaux types d'écrans. Ouais. Parce que pour l'instant, on voit pas trop ce que ça peut donner, mais on commence à le sentir. Les écrans transparents, par exemple. Pour moi, c'est un vrai truc. Parce que si demain, j'arrive dans un guichet à Tokyo et en fait, sur le guichet, pouf, par IA générative, je peux parler avec la personne et c'est traduit en direct. Ouais, c'est un super exemple, ça. Là, ça commence à devenir... Et ça marche. J'ai essayé, ça marche. Oui, pour faire pendant que le mec fait sa pause, il peut avoir un avatar sur cet écran d'un coup. Par exemple, ou le concierge numérique, ou tous ces... Ouais. Et franchement, ça marche. Ça fait un peu peur, mais ça marche. Et je pense qu'on n'imagine pas à quel point ça peut être une révolution. Et je pense que ceux qui devraient se l'imaginer ne se l'imaginent encore moins. Mais c'est toutes les industries du verre. Je pense que pour Saint-Gobain, il y a vraiment un truc. Et puis, au-delà de tout ce qui est support, etc., je pourrais parler des heures sur tous les logiciels, parce qu'il y en a plein qui sont super intéressants. Il y a toutes les nouvelles technologies dont on parle beaucoup, IoT, quantique, blabla, mais je pense parfois il y a des trucs qui vont sauter aux yeux, qui n'ont rien à voir, par exemple, avec tout ce qu'on a pu aborder, mais qui, en termes d'innovation, sont tellement plus puissants. Typiquement, la miniaturisation des centrales nucléaires, c'est pas ce qui a fait le gros buzz à Vivatech, ça aurait dû en fait. Ouais, c'était sans doute le truc le plus amusant, le plus intéressant, ça pose énormément de questions quand même quand on parle de technologie et d'environnement. Donc là, on a des solutions qui sont probablement beaucoup plus transformatives. Et puis après, donc on a petites centrales à l'échelle d'un immeuble, par exemple. Ouais, ça peut ressembler à bêtement à ces petits caissons qu'on a sur les bateaux, voilà. Et ça, cette taille-là, c'est mobile, ça peut bouger et ça permet d'avoir de l'énergie qui va être créée au local et qui peut être déplacée. Ouais. Donc, c'est des solutions qui font beaucoup réfléchir parce que quand on parle IA, quand on parle Web3, on nous oppose toujours le coût écologique, environnemental, blabla, ce qui est vrai par ailleurs, même si paradoxalement on se pose jamais la question du coût environnemental de tout produit numérique, y compris d'un podcast. Et dans ce côté-là, c'est ça la solution. C'est utilisons des énergies qui ne sont pas polluantes. Ouais. Donc après tout, c'est pour ça qu'il faut regarder ça.
C'est intéressant. Ça me fait penser, il y avait un livre de Philippe Cadic, donc c'était très vieux, où c'était ça un peu son principe, c'était des petites piles nucléaires individuelles et chacun avait ça. Et en fait, ça m'avait fait un peu rêver en me disant, tu minimises le risque, etc. Parce qu'en fait, si c'est une petite pile et puis t'es indépendant, ça peut être moins facilement piraté à l'échelle d'une ville, d'un pays, etc. Je trouvais ça malin et je pense qu'on va arriver à des solutions comme ça. On arrive au bout de cet épisode, Fabien. Il me reste une dernière question à te poser. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Alors, tu en as déjà partagé pas mal quand même, malgré tout. On sent quand même que tu voyages, que tu regardes beaucoup de choses et c'est assez intéressant. Mais est-ce que tu as un truc cool à nous partager ou à nous conseiller? J'oserais conseiller rien du tout à personne. Non, dans les trucs cool, je pense que il y a des transformations qui sont invisibles. Il y en a qui sont extrêmement visibles. Moi, je suis très passionné du fait de ma double casquette par tout ce qui est Smart City. Ouais. Et je pense sincèrement qu'il faut aussi penser la tech comme un outil pour repenser l'urbanisme et au-delà pour repenser les villes de demain. Ouais. Et c'est ce que je fais à Verneuil. Et en ce moment, je travaille sur de la revitalisation de friches industrielles. On cherche des gros projets pour imaginer soit un campus, soit des industries qui pourraient s'implanter. Et je trouve ça cool d'allier les deux casquettes pour dessiner concrètement sur le terrain de la ville de demain, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a rien de plus cool quand ça allie le concret et l'innovation. Donc pour moi, c'est le truc le plus cool que je suis en train de faire en ce moment, même si je pourrais raconter énormément d'autres choses. Non, mais écoute, c'est bien. Et tu parles à d'autres maires, t'as identifié d'autres maires qui partagent un peu ces valeurs très tech, en fait, quelque part, qui ont confiance un peu dans l'avenir par la tech. Ah oui, j'ai plein de copains, oui, bien sûr. Ça doit être intéressant, ça, de parler un peu de ces sujets de l'urbanisme. Fabien, merci beaucoup pour ton temps. Bravo pour toutes ces annonces là du 10 juin. Hâte un peu de tester aussi tout ça, parce que je pense que ça peut révolutionner quand même beaucoup de choses dans le monde des médias, sur les contenus, sur le suivi, sur les droits voisins, évidemment, dont on n'a pas parlé, mais quand il s'agira de mesurer, de traquer l'utilisation des contenus, notamment aussi par les GAFAM, et être capable de leur dire noir sur blanc, voilà l'utilisation qui en était faite, la circulation de mes contenus, et donc maintenant tu me dois autant. Ce sera une belle avancée, je pense, quand même, pour les producteurs de contenus originaux dont vous faites partie. Merci pour ton temps, Fabien. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.